Veuillez accueillir chaleureusement Félix Puel, Micha Caldwell-Pichette, Albert Lalonde, Céline Audrey-Beauregard et Alexia Vildabert-Riley. Bienvenue! Bonjour à vous cinq. Bonjour. Merci d'être là. Bon, on commence avec question pour Félix. Toi, secondaire 2, à ton école du Carré de Montréal, tu as contacté toi-même le Lab 22, puis tu t'es dit, on engage l'école dans la démarche pour la transition écologique. Bon, premièrement, comment tu as fait pour... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager en secondaire 2 de même? Puis comment tu as fait pour convaincre la direction de prendre un engagement? Je comprends que ça peut être dur d'imaginer qu'un élève de secondaire 2 puisse engager son école dans un projet aussi ambitieux que le Lab 22. Mais moi, en secondaire 2, j'avais commencé une prise de conscience. Et donc, j'avais commencé à monter le comité vert de l'école, qui s'appelle Éco Carré. Et puis après, on est tombé sur l'annonce du Lab 22. Et donc, ça a été très facile parce qu'avec ma direction, on a eu vraiment un lien de collaboration. Donc, je leur ai présenté le projet. Et puis après, ça s'est fait super facilement. Pour la petite histoire, je suis tombé tête à tête en secondaire 2 avec Dominique Vézina, qui est dans la salle, je pense, qui est directeur général du Lab 22. Donc ça a été un peu impressionnant quand tu es en secondaire 2 de gérer un projet aussi ambitieux. Mais avec la direction, ça s'est fait très facilement. Ils m'ont vraiment écouté et puis pris au sérieux. Et donc ça, je pense, c'est vraiment hyper important quand tu es un jeune, d'avoir des adultes qui te prennent au sérieux. Ouais, vous écoutez. Pas plate quand on t'a entendu. Tu en as parlé un peu justement du comité Éco-Carré. Vous avez parti un projet éco-citoyen, comme full ambitieux. Vraiment, ça veut dire quoi, éco-citoyen? Puis c'est quoi ce projet-là? Éco-citoyen, je pense, c'est vraiment des citoyens comme tout le monde qui essaient de s'impliquer dans sa communauté, dans son quartier ou dans sa ville. Et ouais, nous, avec un groupe d'élèves, enfin du comité, on a pris conscience qu'on voulait avoir un projet très ambitieux, que ça nous animait et qu'on puisse avoir un impact sur notre communauté et sur l'écologie. Donc on a pris conscience qu'il y avait un terrain vague abandonné depuis des années qui ne servait pas à grand-chose. Et donc on a contacté la mairie d'arrondissement pour avoir le droit d'utilisation. Et puis ça a été très simple. Avec la mairie d'arrondissement, on leur a présenté le projet et qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce terrain. On voulait le rendre un espace vert et accessible à toute la communauté. Donc après, ils nous ont donné le droit d'utilisation du terrain. Donc ça s'est fait très facilement avec la mairie. Et puis après, on a commencé à designer un peu avec des firmes d'architecture pour avoir à peu près savoir combien ça allait nous coûter et qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce terrain. Et donc après cette phase-là, on est rendu à la recherche de financement. Donc c'est aussi le moment, à tous les gens qui sont dans la salle, on va bientôt lancer un LaRuche, donc une levée de fonds communautaire pour ce budget, pour ce projet. Donc c'est un projet où on veut rendre un terrain abandonné en espace vraiment vert et ouvert à tous. Donc si vous voulez participer, je vous y invite. Merci, Félix. Il est bon, hein? Yeah. C'est malade, c'est vraiment bravo. Et moi, j'ai une question pour Mishka. Mishka, donc tu es étudiante au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, tu es full engagée en justice climatique notamment. C'est quoi pour toi l'engagement, puis comment il a évolué avec le temps, comme entre le secondaire et le cégep, par exemple? Je pense que l'engagement, c'est toute forme un peu de conscience qu'il peut y avoir des enjeux. Donc, la crise climatique, moi, je la lis beaucoup à des problèmes socio-économiques aussi. Donc, c'est une partie de, premièrement, être conscient, puis en discuter, on en parlait tout à l'heure aussi dans les autres panels. C'est la conscience, puis après, c'est comment c'est cher de transformer cette conscience, cette prise de conscience, de réalisation en action. Ça, je pense que ça peut passer de tellement de manières, d'un comité au secondaire. Moi, j'ai participé à des conférences, par exemple, en décembre, j'ai participé à la COP28 qui était à Dubaï, donc ça, c'était vraiment un autre enjeu, puis c'était une autre manière pour moi de m'impliquer, puis d'amener mon engagement à une autre hauteur. Je pense que ça suit aussi beaucoup d'apprentissage. L'engagement, c'est pas linéaire, ça peut varier. Il y a différentes manières, puis c'est un peu de laisser-erreur aussi de trouver où est ta place, puis où tu es capable d'amener tes revendications, tes idées plus loin. C'est un réseau. Il y a tellement de gens qui sont reliés avec pour la même cause, qui sont venus parler de crise climatique, de transition socio-écologique. Ça, c'est un premier pas d'engagement. Je pense qu'il faut le reconnaître aussi parce que ça peut partir vraiment loin. Moi, par exemple, au secondaire, j'étais un peu impliquée dans mon conseil des élèves. Il n'y avait pas de comité vert à mon cégep non plus.
Puis ben, de fil en aiguille, ben, j'ai participé à des choses, je me suis lancée. Puis c'est l'Abitibi-Témiscamingue, ça fait quand même loin. J'ai fait de la route pour être ici, puis j'en fais souvent. Mais c'est de réaliser que c'est pas tout le temps facile aussi. Il peut y avoir des obstacles, de reconnaître aussi. Je me sens quand même assez privilégiée de pouvoir m'impliquer autant que je le fais, puis me battre pour ces causes-là qui, moi, oui, je pense que la crise climatique, ça a des impacts dans nos vies, mais au jour le jour, on s'en sort assez bien. Ici au Québec, puis surtout plus dans le sud, ça va être au long terme qu'on va voir les effets plus néfastes. Ben, c'est de reconnaître qu'il n'est peut-être pas trop tard. L'engagement peut prendre différentes formes. C'est de voir ben, qu'est-ce qui, moi, m'importe, comment je suis capable de le transformer en action, puis où est-ce que ça peut amener après plus loin. Puis je pense qu'il faut voir loin, puis il faut rêver, puis il ne faut pas se mettre de limites non plus. Très porteur d'espoir. Merci, Mishka. Bien. Albert, tu étudies en droit à l'UQAM, puis depuis 2019, tu milites au sein de plein de groupes pour la justice sociale et climatique. Peux-tu justement nous parler un peu de ton parcours d'engagement? Ouais, je pense que cet engagement, on me demande souvent d'où ça vient. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on nous apprend beaucoup l'indifférence. L'exemple le plus saillant que j'ai, c'est enfant, quand on marchait, on croisait une personne en situation d'itinérance sur le trottoir, c'est comme « Ah, regarde pas » ou essaie de l'oublier un peu. Puis c'est toutes ces violences-là qui sont systémiques, structurelles, qu'on voit partout, mais qu'on apprend à oublier, qu'on apprend à plus remarquer. Puis je pense que c'est fondamental de les déconstruire. Puis à partir de ce moment-là, ben l'engagement, il va de soi. Fait que j'ai toujours été un peu de tous les comités possibles. Quand il n'y en avait pas, je pense qu'il y a aussi moyen de les créer, même si c'est pas nécessairement facile. Puis je pense que mon militantisme, dans sa forme actuelle, a commencé en 2019 beaucoup. Il y avait une personne qui avait créé une page Instagram pour le futur Montréal, donc pour amener un peu le mouvement mondial des Vendredis pour le futur à Montréal. J'ai tout de suite écrit, j'étais comment je peux aider, etc. La première manif, il y avait un open mic à la fin. Les gens étaient invités à prendre le mégaphone. Moi, j'avais une peur maladie des foules. Je trouve ça encore terrifiant de parler devant des personnes physiques. Ça se passe très bien, là. Merci. Non, mais oui, à force. Mais bref, fait que de fil en aiguille, c'est ça. Puis ça avait l'air que je savais de quoi je parlais. Fait que je me suis ramassé à être porte-parole du jour au lendemain. À partir de ce moment-là, c'était comme être dans les médias. Puis, mais vu que j'étais dans les médias, j'étais genre, ben là, faut que je fasse comme 2 fois plus de travail que tout le monde pour. C'est pas que je travaillais plus que tout le monde, mais il fallait que je mérite ma place vraiment. Fait que je pense que je me suis fait aspirer. Donc là, un mois plus tard, après la première manifestation des vendredis, on était 150 000 dans les rues de Montréal parce que les étudiantes de l'université nous ont rejoints. Ensuite, le 27 septembre 2019, j'ai participé à son organisation. J'étais genre le New Kid on the Block avec les centrales syndicales puis tout, les gros bras de la CSN. Je les aime bien, mais c'était bref. En tout cas, puis c'est ça. Depuis ce temps-là, ensuite, on a créé la CEV, donc qui était la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, qui unissait tous ces groupes-là. On avait des milliers de militants, militantes partout sur les campus qui nous permettaient de faire des grèves de cette ampleur-là. On s'en allait vers une escalade. L'idée, c'est d'aller vers une semaine de grève pour vraiment se réapproprier notre éducation face aux contradictions qu'on voyait, justement, du fait que nos cours, par exemple, traitaient pas du tout des questions cruciales par rapport à la crise climatique. Aujourd'hui, je travaille à mettre sur pied le Future Generations Tribunal, qui est un tribunal moral international sur les droits des générations futures, donc à travers des assemblées délibérantes partout sur la planète, c'est ce qu'on espère. Donc vraiment de la rue, mais je pense que c'est aussi créer des institutions par et pour les jeunes. Voilà. Merci. Une bonne main d'applaudissement pour Albert. Ouais, puis je veux le mentionner rapidement, mais tu fais partie du groupe qui est en train de poursuivre le gouvernement canadien. C'est pas rien, c'est genre historique dans la lutte. En ce moment, c'est comme du jamais vu. Peux-tu nous parler un peu de cette démarche-là? Qu'est-ce que tu apprends pendant ça? Je veux dire, poursuivre le gouvernement, je sais pas, mais je sais pas comment faire ça. Là, Ouais, non, ben c'est ça, c'est quand même drôle. Puis c'est une décision que j'ai prise sur un coup de tête suite au 27 septembre 2019. On s'était fait complètement déposséder de notre mouvement. Il y avait tous les partis politiques qui étaient là. C'était un peu au plus offrant. C'était un peu une foire. Puis ça avait été dépolitisé aussi. Puis je pense qu'on avait envoyé le message le plus fort qui était possible d'envoyer. On était 1 demi-million. C'était la plus grande manifestation probablement dans l'histoire du pays. La poursuite a été déposée le 25 octobre 2019 suite à ça, puis c'était vraiment cette idée qu'il faut contraindre les gouvernements, on ne peut pas leur laisser le choix. En théorie, on a des droits, donc on poursuit sur la base de nos droits à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. On garantit à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par rapport aux effets des changements climatiques qu'on vit déjà dans nos vies personnelles. Donc ça peut aller de toutes sortes de choses. Moi, les effets des changements climatiques que je vis au quotidien ne sont pas très différents de n'importe qui dans la grande région de Montréal. Donc c'est des effets psychologiques vraiment profonds, mais c'est aussi toutes les canicules, le verglas, etc., tous les enjeux que ça peut poser au quotidien. C'est aussi une question de
comment on se projette dans le monde en tant que jeune à cette époque-ci. Mais sinon, on parle par exemple de la maladie de Lyme qui est de plus en plus répandue à cause des tiques porteuses qui migrent vers le nord. On parle des personnes qui souffrent d'asthme, qui sont très affectées par les feux de forêt. On parle de toutes sortes de choses. Les droits culturels aussi autochtones, donc par exemple les langues autochtones dont le sens même est ancré dans des éléments du territoire qui disparaissent. Donc ça, c'est en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle 82. Donc c'est ça. Mais ce que la poursuite m'a appris, dans le fond, c'est aussi que les droits, ça s'acquiert, ça se gagne à force de lutte. C'est de la rue que les droits nous viennent. Faut les exercer, faut les tester devant les tribunaux. Mais il faut quand même réaliser que en droit canadien, c'est le droit à la propriété privée puis à dégager du profit qui est le mieux protégé. Tous les autres droits sont un peu mis en relation avec. Puis ils finissent par perdre parce qu'on faut toujours quand la cour quand les tribunaux fonctionnent, c'est toujours de mettre des droits en relation les uns avec les autres. Puis il y en a qui pèsent plus lourd. Je pense qu'il y a aussi le gouvernement, il y a très peu, puis finalement c'est un problème démocratique fondamental où on a des super majorités qui sont élues par une minorité de la population qui peuvent prendre toutes les décisions. Puis le contrôle judiciaire, le contrôle des tribunaux sur l'exercice des prérogatives gouvernementales est très limité. Donc, c'est ça. Cette poursuite-là, je pense qu'elle est importante. Je pense que moi, je l'ai entamée parce que j'avais rien à perdre, mais je pense que la solution est aussi ailleurs. Merci, Albert. Merci, Albert. Ma prochaine question... Ma prochaine question est pour Céline Audrey-Beauregard. Donc, Céline Audrey, c'est particulier parce que toi, tu es enseignante au primaire, mais tu es aussi conseillère municipale du district Champlain-L'Île-des-Sœurs. Donc, ça doit te toucher de voir des jeunes engagés aujourd'hui. Mais je me demandais, est-ce que quand tu étais à l'école, toi, tu étais quelqu'un d'engagé? Oui, en effet, j'étais quelqu'un de très engagé. Puis pour répondre à ta question aussi, ça me touche de tout vous voir ici présent, mais j'aimerais ça poser une petite question rapide à main levée. Est-ce que je peux savoir ici dans la salle qui sont les enseignants, même du personnel, tout adultes qui accompagnent les jeunes ici présents? Est-ce que vous pouvez lever la main? Excellent. Donc, je tiens à vous remercier parce que je suis contente de voir les jeunes, mais les jeunes, ils ont besoin d'avoir des adultes qui les accompagnent parce que la transition qu'il faut à laquelle on fait face, il faut pas juste qu'à ça sur les épaules des jeunes. Puis dans tout ce qui est éco-anxiété, les jeunes le nomment, on a besoin d'avoir des visages des différentes générations qui nous accompagnent. Donc oui, en effet, je suis très touchée. Tantôt, je pleurais. Je pense que toute mon émotion que j'accumule au jour le jour dans mes différentes luttes personnelles, locales et ce que je vois dans le monde, c'est sûr que ça reste un peu. Donc moi, rapidement, quand j'étais très jeune au primaire, j'étais assez... discrète, puis je sais pas, en 6e année, je suis devenue présidente de l'école. Je me rappelle plus trop, je commence à être vieille, fait, je me rappelle plus comment ça s'est fait. Puis ensuite, la cause de mon implication, initialement, peut-être qu'il y en a ici, là, c'est obligatoire. Donc moi, j'étais au PEI, donc je devais faire des heures de bénévolat. Mais vraiment, la puce, c'est venu, initialement, une de mes implications, c'était au sein d'Amnesty International, donc je souhaitais un jour être avocate, donc je m'intéressais énormément aux droits internationaux. Et voilà, j'étais allée à différents événements qu'Amnesty organisait pour rassembler les jeunes. Il y avait même un chalet à m'emmener où on était allé en nature. Donc, c'est ces moments-là aussi qui ont été des moteurs pour moi de conserver mon implication. Donc, pas juste de donner ma feuille comme étudiante, dire oui, j'ai fait mes 20 heures, puis prouver aux adultes. Donc, ça, c'est un élément. Donc, les expériences qu'on vit. Donc, je tiens aussi à remercier toute l'équipe du Lab 22, le travail incroyable que l'école, que ce groupe-là fait, le conseil d'administration aussi, tous les membres qui appuient le Lab 22, c'est vraiment, vraiment riche et important le travail que vous faites. Oui, on peut leur donner une main d'applaudissement. Et étant donné que j'ai souligné tous les adultes, j'aimerais ça dire, on parle de la crise climatique, oui, mais vous le savez, le système scolaire est aussi dans une crise fondamentale du système de l'éducation. Donc, pour nous, les adultes du système, de donner du temps supplémentaire bénévole, de faire de la place dans notre horaire scolaire avec le curriculum, je tiens à remercier tous les adultes qui font ce sacrifice, qui prennent le temps, qui font les heures supplémentaires. C'est nécessaire et il va falloir aussi qu'on lutte pour d'autres choses, là, mais c'est d'autant plus
d'autant plus important par rapport à ça. Et les personnages, ben moi, par rapport à quand j'étais jeune, ben j'ai fait tous les comités, bien évidemment, tout ce qui est social, environnemental. Puis il y avait Bernard qui a été comme la figure pour moi, qui m'a accompagnée pendant 5 années, qui m'a toujours motivée. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question. Parfait. C'est des motivations intrinsèques. Merci beaucoup. Alexia, toi, tu travailles chez Solon, qui est un organisme montréalais qui accompagne des quartiers et des groupes citoyens dans leurs projets de transition socio-écologique. Là, j'ai dit ma phrase, je suis pas sûr de tout comprendre. Peux-tu m'expliquer d'abord c'est quoi la transition socio-écologique, puis c'est quoi un groupe citoyen? Super. Alors, transition socio-écologique, je ne sais pas à quel point j'ai besoin de l'expliquer aux gens ici parce que vous êtes tous en train d'agir déjà pour ça. Mais transition, fait que mouvement vert, sociaux, tout ce qui est social, puis écologique, environnement, lutte sociale. Donc, c'est vraiment cette idée-là, en gros, de transformer notre monde aujourd'hui tel qu'il est, tel qu'il ne fonctionne pas, tel qu'il n'est pas assez, pour transformer nos façons de penser, de s'organiser, vivre ensemble, décider, vers quelque chose, un monde de plus juste, équitable et viable. Puis pour groupe citoyen ou groupe de gens, ben généralement, c'est des groupes de voisins-voisines. C'est des gens dans le quartier. C'est peut-être quelques familles qui, l'été, vont faire des pique-niques au parc puis qui se partagent la garde d'enfants. Fait que c'est vraiment des regroupements de personnes à petite ou à grande échelle, mais qui travaillent ensemble pour rendre notre monde meilleur. Bon, je comprends mieux. Merci. Le pacte de l'école québécoise lancé par le Lab 22, il invite les écoles à s'ouvrir sur leur communauté pour soutenir la transition socio-écologique, dans le fond, dans un futur souhaitable. Comment on imagine les relations entre les écoles puis les communautés, les collectivités, en fait? Bien ça, j'aimerais juste vous entendre, vous, parce que vous êtes en train de le vivre, encore une fois. Mais je dirais que, tu sais, les écoles, on le pense vraiment quand même assez petit. On nous a fait commencer à penser comme « OK, ben c'est juste un endroit où on va, puis on reçoit de l'information, puis on nous forme pour entrer sur le marché du travail, puis c'est pas mal le seul potentiel. » Mais en fait, non. Les écoles, il y en a dans chaque quartier, tu sais, puis c'est des lieux de rassemblement. Puis moi, je viens de sortir de l'université, ça fait quelques années, mais une fois qu'on sort de l'uni ou d'un système scolaire, on réalise à quel point les gens sont seuls, sont comme vraiment distanciés, puis la société n'est pas faite pour qu'on puisse se rencontrer, pour discuter, pour rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas, pour ensuite travailler ensemble. Et donc, des écoles, c'est des lieux dans un territoire. Et donc, tout le monde, là, partage ce lien-là, ce lien au territoire. Fait que ça peut devenir des lieux de résilience lorsqu'il y a des canicules, lorsqu'il y a des tempêtes, que quand tu perds le courant à ta maison, ben tu vas à l'école parce qu'il y a une génératrice, puis tout le monde va pouvoir s'aider, vous allez pouvoir faire des jeux, puis voir, OK, cette personne-là a besoin de se faire aide pour garder les enfants. Donc, les écoles aussi, ça peut devenir des lieux de partage de savoir, mais dans tous les sens. Pas juste des profs vers les étudiants, étudiantes, mais des étudiants, étudiantes entre elles, des gens du quartier entre elles, genre vraiment comme juste de faire shifter puis expandre tous les modèles possibles. Les écoles, ça pourrait aussi être des lieux dans les quartiers où on voit des conférences, des films, où on a des soirées de jeux. Genre, c'est vraiment ça, le but dans la société, c'est de nous fragmenter, de nous distancier. Puis tous ces lieux-là où on peut se rassembler pour ensuite lutter ensemble, il faut les préserver, il faut les investir. Fait que je dirais ça, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'idées, puis de potentiel, puis de réponses dans la salle aujourd'hui. Visiblement, donc, les écoles peuvent vraiment devenir des lieux de transition socio-écologique. Vous venez de nous le prouver. Puis, dans le fond, la dernière question, ce serait, bien, il y a plein de gens qui sont engagés ici dans la salle, mais il y a probablement beaucoup de jeunes qui se demandent, est où la limite entre être conscientisé et être engagé? Est-ce qu'il faut être au front pour être engagé? En quelques mots, là, une personne parmi le panel là, qui aurait une réponse rapide. Parce que moi, c'est une question que je me pose tout le temps, honnêtement. Ouais. Là, genre, est-ce que je suis personne engagée ou je suis juste conscientisée? Ou est-ce que de justement être conscientisé, c'est déjà d'être engagé? D'être engagée? C'est une question philosophique. Mais en 2-3 mots. Être ou ne pas être. C'est ça, Allez-y, exactement. let's go. En 3 mots. Je vais peut-être y aller en quelques mots qui compléteront aux besoins, mais je pense que d'être conscientisé, c'est déjà une forme d'engagement. Puis d'être dans ces groupes-là, on parlait de groupes citoyens, donc d'être entouré de gens qui sont aussi conscientisés puis qui ont les mêmes luttes puis les mêmes enjeux à cœur, bien, c'est déjà un moyen d'engagement. Puis l'engagement peut prendre tellement de formes différentes, autant qu'être en train de manifester, que d'être s'impliquer dans un groupe citoyen, que d'écrire des lettres à nos politiciens. Il y a une panoplie de moyens de le faire, c'est à chacun de trouver comment on veut le faire. Il n'y a pas de bonne manière. Puis je pense que c'est aussi correct de réaliser que c'est pas toutes les manières qui sont bonnes pour nous. Puis on est toutes des personnes différentes, on a une identité différente, puis notre engagement va prendre une forme différente. Mais je pense que déjà, d'être ici, c'est un premier pas. On continue de s'entourer, de parler à d'autres gens.
Puis je pense que de fil en aiguille, l'engagement de tout le monde va grandir aussi à sa Faut que manière. ce soit cohérent avec notre personnalité, Aussi, nos vraiment. intérêts. Merci beaucoup. On peut applaudir les 5 personnes ici. Qui ont Merci. été présentes. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour les messages aussi que vous livrez.